Bonsoir à tous, première émission de l'année 2020, l'année Zozo comme on dit, hein. Et on va la commencer en douceur. On s'est dit d'ailleurs qu'un petit peu de poésie, eh bien, au milieu de tout ce vacarme, ça ne nous ferait pas de tort. Sauf que le mot poésie est souvent galvaudé, transporte son lot de clichés. Alors on va essayer de décortiquer tout ça ensemble, de comprendre ce qu'est vraiment la poésie aujourd'hui. Est-ce qu'elle a encore du sens? Qui la lit? Qui l'écrit? Qui l'édite? Nos invités sont là pour en parler. Christine Guinard, tout d'abord. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous êtes poétesse. On peut dire poétesse, hein, c'est pas autrice, poétesse. Vous préférez poétesse? Moi j'aime bien ce mot. Sténopée, c'est votre 5e recueil déjà avec Christine. Merci d'être là. Jacques Socher à vos côtés. Bonsoir Jacques. Bonsoir David. Ça va bien? Mais inexplicablement bien. C'est joli, ça commence bien. Avec ce cher philosophe, poète évidemment, vous venez nous parler aussi d'un recueil et de poésie en général. En face de vous, Edgar Cosma. Bonsoir Edgar. Bonsoir David. Merci d'être là. Vous êtes auteur, bande dessinée, etc. Mais aussi poésie. Maintenant, vous vous attaquez à ce mur qu'est la poésie. On va en parler, on va essayer de comprendre pourquoi. Mélanie Godin. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Vous êtes responsable ou irresponsable, on en parlait avant l'émission des Midis de la Poésie. Oui. Ça va bien Mélanie? Ça va très bien, merci beaucoup. Et David Giannoni, vous êtes éditrice aussi Mélanie, et David Giannoni. Bonsoir David, vous êtes aussi. Ouais. Vous êtes éditrice? Ouais. D'accord. Recoiffez-vous alors. C'est ma barbe qui trompe. Hein. D'accord. C'est aux éditions Maelstrom et l'Arbre à Parole. Parce qu'il y a un tréma et l'Arbre à Parole. Merci à tous d'être là. Donc on va parler de poésie. C'est rare en télé, hein. Ça fait du bien un petit peu. Merci d'ailleurs, bravo. On est là pour ça. Avant ça, un peu de musique. Hein, parce que la poésie, c'est aussi bien entendu la chanson. Les deux sont souvent ou ont souvent été liés, même dans ce cas de plus contemporain, avec Chaton. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile. Il suffit de baiser les gens droit dans les yeux. Mais j'ai le sommeil fragile de faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long, seulement quelques mots brisés dans la gorge. Je fais pas le malin sous les néons quand je lui mets ma folie dans la gorge. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment fort. Parfois j'ai besoin d'un sac en craft, quand simplement respirer devient un effort. Voilà, poésie, Chaton, j'aurais pu en passer plein d'autres. Dominique A aussi écrit sur la poésie, puis évidemment beaucoup d'autres. Souvent la poésie est liée à la bonne chanson. Dans le rap aussi, d'ailleurs, les Midis de la Poésie sont fait souvent l'écho du rap ou du slam, disons plutôt. Jacques, à partir de quand on peut dire qu'un texte, c'est de la poésie? Est-ce qu'il y a à un moment donné une frontière où on bascule du récit, du roman à la poésie? Comme dit l'Évangile, il y a beaucoup de chambres dans la maison du Père. Donc il y a beaucoup de types de poésie. Oui, bien sûr. Donc chacun a sa propre conception de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est, Mallarmé l'a bien défini, du vocable, refaire un mot, étranger à la langue et comme incantatoire. Donc la poésie est une langue dans la langue, une sous-langue, c'est régressif. Et en même temps, c'est proche de la musique. Il y a un chant. La poésie chante. Et de l'intimité, là je me tourne peut-être vers les éditeurs qui reçoivent beaucoup de textes poétiques. C'est forcément intime de la poésie?
Je sais pas, Mélanie. C'est pas forcément intime, mais c'est vrai qu'il y a de la poésie qui est de l'ordre de l'intime et qui compte. Après, comme Jacques l'a dit, la poésie elle est multiple. Et je crois que ce qui touche un éditeur, une éditrice, c'est vraiment une langue. C'est le fait que les mots sont utilisés d'une nouvelle façon et qui créent un nouveau langage. Et c'est ce langage qui nous touche en tant que premier lecteur, parce que souvent l'éditeur est le premier lecteur, en règle générale. Et à ce moment-là, on est tellement bouleversé, c'est comme ça en tout cas moi je vois mon travail d'éditrice, par la langue et par cette proposition, qu'on a envie de le faire partager à d'autres. Bouleversé, et donc l'aventure commence. Bouleversé. Mais ça peut être un bouleversement de l'ordre. Oui, ça peut David de Caquiès. Oui, parce que chez une écrivaine ou un écrivain, c'est vrai que les textes peuvent ne pas être de type intime, mais sans doute que l'exercice d'écriture ou le travail d'écriture en poésie, de mon expérience, c'est l'un des exercices les plus intimes pour un artiste ou pour une autrice ou un auteur. Souvent c'est caché. Souvent des gens, je repense à un de mes auteurs, ça ne m'appartient pas, un des auteurs publiés chez Maelstrom, on l'a publié son tout premier livre de poésie en français, en 2002, c'était Alexandre Jodorowsky, qui est connu pour plein d'autres trucs, entre autres la BD, le cinéma et tout, mais il a mis un temps dingue avant de s'autoriser à montrer sa poésie. Il avait montré à un de mes grands amis, Antonio Bertoli, en 98, et c'est lui qui l'a convaincu de publier sa poésie. C'est dur d'écrire un poème, c'est difficile, c'est une mise à nu. Christine, vous en écrivez depuis longtemps. Il faut se surpasser un peu ou pas? Se surpasser, mise à nu. Pour moi, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut tenter de se connecter, de trouver cet endroit de connexion entre l'intériorité et ce qui est plus grand que nous, ce qui nous dépasse. Donc ce qui est universel, quelque part. Ça part du ventre jusqu'à un chemin comme ça, peut-être dans un sens, dans l'autre, par le travail des mots, par la tentative aussi de recréer les mots, de renouveler, d'inventer. Et cette connexion n'est pas toujours facile à trouver, mais... C'est ce que vous recherchez en tout cas. Oui, c'est ça. Cette source. Edgar aussi. Mais dans les éléments qui ont été dit autour de la table, il y a déjà beaucoup de choses qui m'ont parlé, parce que c'est vrai que moi, quand on m'a interrogé sur ce premier projet de poésie que j'ai écrit, qui s'appelle donc Vivre au XXIe siècle, j'avais du mal à l'expliquer, parce que je disais que c'était quelque chose qui était venu de moi, comme si c'était un peu quelque chose qui était sorti sans que je le contrôle, alors que dans ma pratique d'écrivain de romans ou de scénario de BD, donc vraiment de fiction longue, je contrôlais en fait totalement, parce qu'on part sur une idée, on en fait un plan, le mot plan dit un peu tout, je pense qu'il n'y a pas un plan en poésie, on est dans quelque chose de très rationnel, et ici voilà, j'ai une idée qui m'a un peu sortie très vite, en quelques semaines, quelques mois, quelque chose qui est sorti, qu'on ne contrôle pas, et il y a cette mise à nu, cette intimité, quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on accepte de livrer. Après on le retravaille bien sûr, mais... Il faut se laisser aller, Jacques Socher. Je pense à, parce qu'on parlait de chansons, Leonard Cohen dit, on lui dit, vous êtes un homme gay, vous avez l'air en bonne santé, vous riez tout le temps, et vos chansons sont tellement tristes. Et il dit, je me débarrasse de ma tristesse dans mes chansons. Ça, je crois que la poésie, c'est quelque chose comme ça. Il peut y avoir un tragique, il peut y avoir du biographique, il peut y avoir quelque chose de douloureux, et on le déporte là en l'abstrayant. Sinon, tout le monde pleure dans les chaumières. Donc il y a un mélange étrange de la joie et de la tristesse. Vous êtes d'accord ? Oui. Allez, on se réveille un petit peu, oui, on est d'accord ou pas? Parce que c'est pas si évident que ça, c'est pas forcément triste, c'est pas forcément de la tristesse aussi. Il y a des poèmes de joie quand même, non? Il y a l'humour dans la Pas forcément. Il peut y avoir l'humour et de la mélancolie. Les deux, oui, c'est un peu. C'est la langue, c'est la langue qui fait ça. Oui, la poésie de combat. Elle existe encore, la poésie de combat? Ah, mais plus que jamais. Je pense que plus que jamais chez certains éditeurs. Et on est dans les éditeurs, je pense, qui essaient de laisser que ce sillon se creuse encore. Donc les beatniks ne sont pas tous morts, d'abord. Il y en a encore qui sont en vie. Ferlinghetti, il a 100 ans, il est toujours en vie. Ouais, mais est-ce qu'ils sont toujours autant médiatisés ou suffisamment lui, parce qu'il a eu 100 ans, donc il était très médiatisé l'an dernier. Mais ils sont très très fort invités, par contre, dans tous les festivals internationaux.
Je pense à Anne Waldman, par exemple, qui était la petite jeunette à l'époque, de 18 ans, de 16-18 ans, qui accompagnait tous les beatniks sur la route, qui aujourd'hui a 74 ans, et qui est un peu invitée comme une sage, entre guillemets, mais qui est absolument pas sage. Donc qui reste avec son militantisme et féministe et antinucléaire, et pro-bouddhiste, et anti-ceci, anti-cela, et pro-vie, quoi. Parce que la poésie, c'est la vie. Jacques, tu as raison, il y a des poètes du message, de l'engagement, politique au sens large, de l'excès, et puis il y a les poètes du retrait. J'avais un ami poète, Claude, qui est toujours vivant, heureusement, Claude Royer-Journoux, qui publie des livres chez Gallimard. Ouais. Il remplit des pages, et in fine, il y a 10 lignes sur la page. Et mais tu ne sais pas ce que Joé Bousquet a dit? Je dis non, écrire, c'est effacer. Et donc, il y en a qui pratiquent l'effacement, comme en peinture. Celui qui a illustré mon livre, Arié Mandelbaum, il efface, alors que son fils Stéphane, il accumule. Donc, il y a 2 démarches. Ou Dionysiaque, tu accumules, ou tu es dans le retrait, presque dans le silence. Ce sont 2 démarches différentes, c'est la poésie toujours. On se rend compte que c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé sur la poésie, c'est pas facile non plus d'en parler, de la cerner. Alors il y en a qui essayent, il y a des petites vidéos comme ça qui sont sur YouTube, on essaye d'expliquer qu'est-ce que la poésie, c'est assez amusant. À mon avis pour vous ça va être très amusant, vous allez regarder. C'est une petite vidéo qui nous vient de France. À quoi ça sert la poésie ? Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Tu l'as peut-être reconnu, c'est le début d'un poème célèbre de Raymond Queneau. La poésie, ça sert à ça, à jouer avec les mots. D'ailleurs, poésie, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire, créer. Avec les mots, le poète fait ce qu'il veut. Il les fait rimer entre eux, il s'amuse avec leur sonorité, il coupe les phrases en 2. Son objectif ? Te montrer sa vision du monde. T'étonner, t'inviter à te poser des questions, te bouleverser, te faire rêver. La poésie, ce n'est pas d'aujourd'hui, elle remonte à l'Antiquité et elle a beaucoup évolué. Autrefois... Alors, et puis ça continue, hein. On a quand même stoppé. Ça a beaucoup évolué depuis l'Antiquité. Quand on vous lit Edgar, ça parle de portable, on est carrément dans du contemporain. C'était une volonté aussi de mélanger les gens. C'était une volonté de mélanger les genres. Pour moi, ça avait vraiment du sens d'écrire un projet de poésie pour ça, quoi. Ça n'aurait pas eu de sens pour moi de parler, de faire quelque chose qui a déjà été fait ou de parler, je sais pas, d'un projet un peu naturaliste ou un peu romantique, je sais pas. J'avais envie justement de parler des sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, et même d'aller dans des choses assez précises, d'ailleurs de parler du rachat de WhatsApp par Facebook, etc. C'est marrant parce qu'on a d'intégrer ça dans la poésie. On est aux antipodes de ce qu'on pourrait penser être de la poésie quand même. C'était pour parler de ce cliché que j'ai voulu faire, sachant que c'est un cliché, mais il se fait que ce cliché, je pense que énormément de gens croient qu'il est vrai, que la poésie ne parle pas n'est pas faite pour parler de ça. Donc j'ai un peu envie de dépoétiser la poésie pour repoétiser un peu le réel. Ouais. Vous nous lisez un extrait ? Je peux vous lire un petit extrait, oui. C'est publié chez vous, hein, David, à l'Arbre à Parole. La collection dirigée par Antoine Waters. Ça vous a séduit tout de suite, les textes tout à fait. Et très surpris, évidemment, qu'Edgar s'y colle, quoi. Non, ça m'a surpris, c'est vrai. Ouais. On y va ? Allez-y. Alors, vivre au XXIe siècle, c'était essayer de me convaincre, quoi que les autres en disent, que la vie privée et la vie publique restaient 2 entités séparées. Pour la vie privée, ils avaient créé Messenger. Et pour la vie publique, ils avaient inventé Facebook. Tout était donc absolument sous contrôle, dans le meilleur des mondes, ou du moins, dans celui qu'ils nous avaient construit. C'est étonnant. Qu'est-ce que ça vous parle, ça, Jacques, ce genre de texte ? Oui, tout à fait. C'est dans la lignée de mes amis Vregon ou William Cliff. William Cliff est créole alexandrin, mais il pervertit le genre. C'est les dragues homosexuelles au parc de Bruxelles. C'est pas généralement ce qu'on écrit dans les alexandrins. William Cliff aussi, donc c'est une poésie qui intègre le réel et qui le déplace, qui le poétise, poétiser le réel. Mélanie, la poésie, elle est là pour bousculer aussi quelque part un petit peu les codes. Oui, après ce que j'avais envie peut-être de rajouter, c'est que je crois qu'il y a des poètes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et ce qui est difficile, c'est de trouver le public et de trouver les lecteurs et les lectrices. Et que la poésie, justement, on n'en parle pas assez. Donc vous faites une émission là-dessus, mais en fait, elle existe presque nulle part dans la presse. Non, même en librairie. En librairie, on va dans une librairie, les rayons sont tout au fond, à gauche. Oui, ou à voilà. droite. Et puis les nouveautés, n'en parlons pas.
Enfin, il y a les grands noms en librairie, mais tout ce qui est nouveauté, auteurs dans des maisons d'édition plus singulières ou plus petites, ils existent très très peu. Et donc, faire exister en fait la poésie pour un plus large public, en fait, c'est ça le défi majeur. Et alors, les réseaux sociaux ont permis quelque part que des lecteurs et des lectrices se réintéressent à la poésie, parce que c'est le côté positif des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas besoin de financement important pour pouvoir exister pour des structures. Et donc, on communique très très fort là-dessus. Et donc, il y a un renouveau, je pense, et un intérêt de la poésie grâce aux réseaux sociaux, parce que les gens ont besoin de poésie. Enfin, parce que c'est ça, en fait, les gens ont besoin. David, comment ça se passe? Vous êtes éditeur chez Maelstrom, on l'a dit. Vous avez un représentant qui va voir les libraires, qui dit ce serait bien que vous mettiez ça sur la table. Comment ça se passe et comment ils sont reçus? Mais c'est Juliette Dehoux qui est une personne qui, depuis quelques mois, va voir les libraires. Et c'est difficile? Je pense que ça a toujours été difficile. Pour certains types de livres, et là c'est poésie et prose confondues, c'est devenu de plus en plus difficile que les libraires puissent prendre en assez grand volume pour qu'on soit visible. C'est ça le truc aussi. Et que le livre reste et ne soit pas remballé trop vite. Maintenant, il n'y a jamais eu autant de livres de poésie existants, jamais autant eu d'éditeurs de poésie. Il n'y en a pas trop? Moi, j'ai banni le mot trop depuis très longtemps de ma vie. C'est ce qu'on dit par exemple en bande dessinée, il y a trop de bandes dessinées. Non, je pense que quand compliqué. On voit par exemple le marché de la poésie à Paris, et là en septembre prochain on le verra à Bruxelles, il y aura le premier marché de la poésie à Bruxelles, eh bien, ça, c'est un scoop, on voit le nombre d'éditeurs de revues existantes, c'est impressionnant, mais c'est bien. Parce que ça montre que c'est un secteur qui est très vivant, qui a son public, qui a ses publics. Il y a les poésies, exactement, comme dit Jacques, il y a énormément de types de poésies différentes. Il n'y a jamais eu autant de public pour la poésie aussi. Très varié, du slam à la poésie intello, à la poésie intime, à la poésie militante, les festivals, les marchés, les salons, les midis de la poésie, voilà, ce sont tous ces moments qui rendent public justement la poésie. Mais pour les poètes, pour ceux qui écrivent, Christine par exemple, vous avez un métier à côté, j'imagine, c'est impossible de vivre de son écriture en poésie. Oui, je suis professeur de français, latin, grec. Donc écrire pour vous, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose que vous faites à côté? Que je fais à côté, enfin qui s'inscrit absolument dans ma vie, mais évidemment on manque de temps, donc ça s'inscrit là où ça peut, mais pour moi c'est essentiel, je pense que c'était... Pourquoi c'est si essentiel? Allons-y, on va vous psychanalyser. Alors je pense que cette tentative de créer un espace propre et en même temps qui touche à l'universel, un espace libre en fait, et très vivant, tout le temps renouvelé. Je pense que ça, pour moi, c'est essentiel. Vous avez besoin de ça? Je pense. Ça me paraît évident parce que je m'y tiens. J'écris de la poésie régulièrement. Mais... Vous pouvez nous lire un extrait de cette TNP? C'est aux éditions Mixité, c'est ça? Unicité. Unicité, pardon. Je vais lire le début du premier texte. Comme ça. Allez, on vous écoute. J'attends de voir si la nuit sera poreuse. Pour percer le secret, je danse sur le revers de la croûte terrestre. Je sens la cohérence de l'ensemble aléatoire. J'émerge, tel un pantin noueux du tissu brumeux de la naissance. J'ai vu tout ce qu'embrassait mon regard poussé depuis le genou légèrement plié, où l'impulsion bondit en moi. Je suis celle que l'on sait, connue des miens, et seule parmi les autres. Je suis celle qui s'ignore et cherche encore la lune, qui perd de vue la lune chaque soir que la nuit porte, que la lune débusquée abandonne d'un froufrou de robe montgolfière, renvoie aux astres fuyants, rejette à la peau grumeleuse du sol commun aux hommes, aux animaux, ballotte jusqu'à la nausée, d'ombre en lumière, de fracas en recueillement subtil. C'est très beau, c'est exactement ce que vous venez de décrire juste avant. Oui, ce côté intime porté à l'universel. Vous mettez du temps à écrire un poème. C'est quelque chose qui coule de source ou pas? Pour moi, ma façon d'écrire, c'est plutôt comme des formes de fulgurance. Ça va très très vite. J'ai beaucoup de mal à retravailler en fait. Ça vient presque tout fait. Et finalement, la difficulté pour moi, c'est plus de retrouver cette source. Mais quand je la retrouve, ça va très très vite. Donc
Jacques, vous êtes plutôt du genre laborieux, vous, à raturer Non, je suis plutôt du genre paresseux. Alors, j'écris dans des carnets, voilà. Et puis un jour, je ne sais pas, à la faveur du printemps ou d'un changement climatique quelconque, je fais un montage. Et donc, l'ordre des poèmes n'est pas l'ordre du premier jet. Ouais. Et le montage est capital. L'histoire et la progression se fait comme au cinéma, au montage. Donc la forme, c'est de la forme aussi, la poésie, on l'a pas encore dit, on a beaucoup parlé du fond, mais c'est... Moi, la forme, comme je suis philosophe, il y a un arrière-plan philosophique, mais vraiment discret. Enfin, j'espère. Mais il y a, au fond, je pense que la poésie peut atteindre ce que le concept n'atteint pas. Je prends un exemple rapidement. Yves Bonnefoy, dans L'Improbable, dit « Il n'y a pas de concept d'un cri poussé dans la nuit. Il n'y a pas de concept de la souffrance, de la jouissance, de la mort. La poésie, comme la musique, comme la peinture, peut approcher ça. Approcher. Et donc elle dit quelque chose qui n'est pas thématique. Ce que je n'aime pas dans la poésie, mais c'est un goût personnel, c'est quand c'est trop thématique, trop explicatif. Ouais. Vous avez Breton et Saint-Jean et Saint-Paul Roux disent « Ô saison, au château, quelle abbé sans défaut », ça veut dire quoi? Eh bien, réponse n'est pas traduisible. Il y a une part d'illisibilité. S'il s'agissait de saison, de château de défaut, pourquoi il ne l'a pas dit? Donc la poésie n'est pas traduisible. Quelque part. Il y a un noyau d'illisibilité. On n'est pas toujours obligé d'expliquer non plus. Là, on essaie de décortiquer, comme je dis, c'est un mot qui n'est pas très joli, la poésie, mais on peut se laisser aller simplement à l'écoute. Ça se définit comme surtout par la liberté, à mon avis. Moi, c'est ce que j'ai découvert dans un premier projet. C'est quand même une grande liberté. Plus que dans ce que vous écrivez avant? C'est difficile de comparer, parce qu'on peut dire l'inverse, dire qu'il n'y a pas de liberté dans le roman, ça serait n'importe quoi. Mais il se fait, je pense, que la liberté, en sens assez large, vous savez, comme une grosse caractéristique de la poésie, notamment dans son rythme, dans le fait, par exemple, tout simplement que même la ponctuation n'est même pas nécessaire ou est totalement libre. Donc un roman va quand même suivre pas mal de règles de grammaire, etc. Ici, on est dans une liberté de forme, de coupure de mots, presque d'invention de mots. Comme la liberté un peu presque infinie, j'ai l'impression. C'est qui c'est avec cette notion de liberté, Mélanie Godin? En tout cas, par rapport, oui, et aussi la poésie, ça permet à beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des poètes professionnels de s'initier rapidement à l'écriture et à se libérer. Tout le monde peut écrire de la poésie? Oui, en tout cas, grâce au fait qu'il y a parfois des règles très faciles à appliquer, cette liberté, voilà, qui est possible d'emblée, ça permet, en fait. Alors, comme vous l'avez dit au début de l'émission, elle a souvent mauvaise presse, ou on considère que c'est un genre élitiste. La poésie permet de créer facilement, en fait, des ponts entre les personnes. Ça permet facilement, c'est un outil d'émancipation. Donc c'est tout sauf de l'élitisme pour nous, en tout cas au milieu de la poésie, c'est tout sauf de l'élitisme, et c'est ça le combat. Alors quand vous parliez de combat, le combat il est plutôt là, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de convaincre, parce que de fait, au niveau, en tout cas, économique, la poésie, elle est quelque part hors du champ de l'économie pure. Quand les poètes ont du mal à vivre de leur écriture, mais les gens qui travaillent dans le secteur de la poésie, c'est pas mieux. Donc, il faut quand même le dire, c'est une passion. Pourquoi est-ce qu'on a cette passion? C'est comme si on avait été touché par un virus et on ne sait pas expliquer. C'est comme ça et on vit pour la poésie. Et tout le monde ici autour de la table vit pour la poésie. Donc c'est en ça qu'on est tous aussi des passeurs de poésie et que la poésie en fait est super accessible. Il y a un tas de gens, surtout des jeunes, qui écrivent de la poésie. Mais il y a poésie et poésie. Il y a un travail de la langue. Dans le roman aussi, il y a un travail. Et ce qui est trop spontané, trop de sentiments, c'est mon idée, nuit à la poésie. Il faut travailler le sentiment, il faut travailler l'affect. Et donc c'est à la fois immédiat. La question est toujours celle du travail, parce que un texte qui n'a aucun sentiment, qui n'est pas travaillé, est tout aussi immonde à lire qu'un texte qui a beaucoup de sentiments. Il vaut mieux un texte qui a beaucoup de sentiments, moi. Pour moi, il y a du sentiment. Mais la poésie, je répète, pour moi, c'est vraiment la vie. On voit la racine grecque du mot faire. En fait, c'est faire dans l'objectif de réaliser une œuvre, selon Aristote. Pour faire philosophe, 2 secondes. Mais la poésie, c'est la vie, ça veut dire quoi? C'est que c'est bien le fait de vivre poétiquement. C'est réinventer le monde, ce monde, notre monde, le quotidien, chaque instant. C'est prendre le temps aussi. C'est ce qu'on
tu fais maintenant, David. Excuse-moi de te donner tu comme te donner, c'est italien, tu vois. Darti del tu. Mais c'est voilà, je te remercie encore. Je sais que je te prends du temps que tu aimerais reprendre maintenant. Non, c'est parce que mais reprendre le temps. J'aimerais que Jacques lise un petit extrait. Ouais. Alors je m'efface devant la lecture. On s'efface devant la lecture. T'as raison, t'as raison. La poésie affecte la vie. Mais oui. Ouais. C'est la vie. Pour moi, c'est la vie, c'est la même chose. C'est des mots. Et c'est pour ça qu'elle est accessible. C'est hors du livre. Le meilleur c'est dans le livre et hors du livre. C'est la vie. Ouais. Jacques, on va terminer. Nos deux auteurs ont lu ici. J'aimerais bien que vous lisiez aussi un petit extrait de Joie sans raison. Revenir à Spinoza. À la joie quand l'esprit et le corps passent à une plus grande perfection. À Nietzsche et à son oui à la terre. À Rilke, pour qui être ici est une splendeur, à Deleuze qui délire la langue, à ce vers de Rimbaud, arrivé de toujours, qui t'en ira partout. La pensée et la poésie donnent une joie sans sujet. Magnifique, merci beaucoup. C'est voilà, ce recueil-ci, vous pouvez le trouver. J'espère que les libraires nous regardent, parce que les lecteurs convaincus, voilà, ils sont là. Que les libraires nous regardent. Il y a effectivement un réservoir assez incroyable, magnifique. En Belgique, vous êtes bien placés aussi, vous deux, pour le savoir. Il y a énormément de choses intéressantes. J'en montrer quelques-unes. Et avec nos diffuseurs et tout, je remercie tous les libraires qui prennent nos bouquins, parce que quand même, ils le font. Oui, oui. Voilà, il y en a plusieurs. C'est pas toujours facile pour eux non plus d'ailleurs. Non, je pense aux libraires indépendants. Rien ne les oblige à avoir encore ce socle-là de livres. Je vais montrer quelques bouquins que vous éditez, David, comme ça, à la caméra. Nadir, un petit mot. Tom Buron, il était en dernier triangle de finale au prix SGDL en France. Un jeune auteur de 26 ans, formidable. Ok. Dominique Massot, issu du slam, ça c'est un livre CD à écouter aussi. Il y a un CD dedans, ouais. Et alors, donc la grande Anne Waldman, la poétesse américaine, c'est son expérience, son voyage à ayahuasca, initiation à l'ayahuasca, avec un CD musique. D'accord. Vous éditez aussi, puisque c'est Europalia Roumanie. Alors ça c'est un formidable travail de Yann Mishkin sur une anthologie de poètes roumains qui ont émergé après Ceausescu. Ok. Poésie de combat, donc. Chez Au Midi de la Poésie, Pascal Seyss, évidemment. Oui, donc c'est un essai sur la poésie comme mode d'emploi du monde, avec différents textes, et c'est un chemin à travers des textes pour montrer les pouvoirs de la poésie. Voilà, et un dernier qui vous tient à cœur. Oui, alors ça c'est une nouveauté qui vient de sortir aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcières, et ça s'appelle Je transporte des explosifs, et on les appelle des mots, et c'est une anthologie qui regroupe des textes de poétesses essayistes afro-américaines, avec Audre Lorde, Bell Hooks, Adrienne Rich, voilà. Allez, on me dit qu'on déborde, merci beaucoup, mais la poésie ça déborde, c'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Passez une bonne soirée, bonsoir.